Nous allons commencer cette conférence qui nous est donnée par Michel Galliot, qui je vais laisser se présenter. On a souhaité que cette conférence vous soit proposée pour faciliter, dirons-nous, une prise de conscience nécessaire par rapport aux échéances climatiques. Même si je sais que vous êtes tous très concernés, mais je pense que, et je me mets largement dans le lot, on peut tous aller beaucoup plus loin. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous donner des points de repère qui me semblent nécessaires. On vous écoute. Bien, eh bien écoutez, Madame la Directrice, merci de m'avoir invité. C'est d'ailleurs le bon moment pour venir vous voir, puisque, bon, d'abord, on a eu l'été que vous avez tous vécu avec nous, et puis va débuter la semaine de la fête de la science, avec comme thème le réchauffement climatique. Donc, il va se dérouler avec des manifestations toute la semaine prochaine, le village des sciences qui va se situer ici, justement, le vendredi et le samedi, on sera donc le 13 et le 14, si je ne me trompe pas sur les dates. Donc, je vous invite à y faire un tour de ce village des sciences. Et dans le cadre d'ailleurs de la fête de la science, lundi prochain, à l'espace Simone Veil, rue de la Providence, là à côté de la cathédrale de Limoges, on fait venir un économiste du climat. C'est une approche sur le changement climatique qui est très peu étudiée, l'économie. Comment allons-nous vivre comment va fonctionner l'économie avec le réchauffement climatique. Et donc, sans doute, une conférence intéressante. Donc, à 18h30, vous aurez certainement les informations soit sur le site de Récréasciences, soit le site de Limousin Nature Environnement. Alors, après cette petite introduction, je vais effectivement me présenter. Donc, je m'appelle Michel Galliot, je suis ingénieur de l'École nationale de la météorologie. Alors, c'est déjà de l'histoire ancienne, hein. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à Météo France, d'abord à Paris, puis à Limoges comme ingénieur études, puis comme directeur du centre météo qui était situé sur l'aéroport de Bellegarde. Au cours d'ailleurs de cette partie de ma carrière à Limoges, j'ai été amené à faire deux missions. Une première mission de 8 mois aux îles Kerguelen. Alors je ne sais pas si vous savez où sont les îles Kerguelen. Qui ne sait pas où sont les îles Kerguelen? D'accord. Bien, donc un petit rappel est utile. Les îles Kerguelen, ce sont des îles qui sont situées au sud de l'océan Indien, un petit peu à cheval entre l'Australie et l'Inde. Et en fait, elles sont à 3500 km de toute terre habitée. C'est sans doute un des points les plus éloignés de la Terre par rapport aux terres habitées. Et donc, c'était mon rêve d'enfance d'être météorologue et d'aller aux îles Kerguelen. Et j'ai ensuite, en l'an 2000, été 13 mois en mission en Terre Adélie. Qui ne sait pas où est la Terre Adélie? La Terre Adélie, c'est en Antarctique. C'est la portion de leur Antarctique qui est revendiquée par la France. Revendication qui n'est pas reconnue d'un point de vue international, puisque l'Antarctique est considérée comme terre de science. Et donc, théoriquement, aucun pays ne peut prétendre être chez lui. La France fait un peu comme si. Et donc, j'ai passé l'année 2000 là-bas comme météorologue, hein, et chef de la base scientifique du Mont d'Urville. Alors, mon parcours s'est continué et j'ai fini ma carrière à l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique à Paris. Et j'ai, à ce moment-là, coordonner le premier plan national d'adaptation au changement climatique. Voilà, donc cette présentation. Je suis à la retraite depuis une dizaine d'années et j'ai continué mon engagement en faveur du climat, mais également en prenant une autre casquette sur la défense de la biodiversité, en prenant la présidence de Limousin Nature Environnement, qui est une fédération qui rassemble une quarantaine d'associations, et associations de défense de l'environnement. Alors ça peut être des associations thématiques comme la LPO, comme le GMHL qui s'occupe des mammifères, ou des associations locales qui défendent sur leur commune l'environnement et la nature. Voilà donc brosser cette petite qui je suis. Bon.
Alors, on va commencer cette conférence, parce qu'il ne faut pas que... Bon, je vais parler beaucoup, hein, ça c'est un de mes défauts, mais on va essayer aussi de vous faire réagir. Donc, je vais vous poser des questions. Première question. Que ceux qui pensent que la France, que Limoges, s'est réchauffé d'1 degré depuis 1900, que ceux qui pensent que Limoges s'est réchauffé d'1 degré lèvent un bras. Bien. Que ceux qui pensent que Limoges s'est réchauffé d'1,6 degré lèvent 2 bras. Bien. Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont voté les deux en se disant, ben, finalement, je me suis trompé. Bon. Que ceux qui pensent que Limoges s'est réchauffé de 2 degrés se lèvent. Bien. En fait, Limoges, comme la France, comme beaucoup de continents, s'est réchauffé d'1,6 degré depuis 1900. Ce petit exercice nous montre que, bien que l'information circule et soit à disposition de tout le monde, vous avez retenu des choses différentes. Donc avec la même information, on se rend compte que les gens retiennent des informations ou en retiennent d'autres. Donc c'est pour vous montrer que sur un certain nombre d'informations, il ne faut pas hésiter à vérifier, à croiser les informations pour en retenir la véritable information. Donc c'est ce petit exercice que je voulais faire. Je vais ensuite lancer un petit film de sensibilisation, hein, un petit film que j'aime bien parce que il balaye pas mal de choses, y compris ce qui existe, ce qu'on vit actuellement, et puis ce que l'on pourrait faire. Le dérèglement climatique s'aggrave et s'accélère. Tous les signaux d'alerte sont au rouge. Les dérèglements climatiques se multiplient, touchant particulièrement les populations les plus pauvres du Sud, mais aussi celles du Nord. Sécheresse, désertification, modification des saisons, inondations, ouragans, typhons, feux de forêt, fonte des glaciers et de la banquise. Nous vivons dans une nouvelle ère depuis 12 000 ans, qui est une ère dans laquelle le climat était tempéré. Et ce climat tempéré sur la Terre a permis en particulier le début de l'agriculture, ce qu'on a appelé les révolutions néolithiques, et la domestication des espèces du fait de ce climat tempéré. Le GIEC a fixé à 2 degrés l'augmentation globale de température maximum sur la planète, de manière à ce que nous puissions maîtriser encore les effets du changement climatique. Au-delà de plus 2 degrés, on ne maîtrise plus les effets du changement climatique. On ne peut plus le maîtriser. L'océan détruit notre pays petit à petit, morceau par morceau. C'est ainsi que ma maison a été détruite. Où dois-je aller habiter? J'ai construit une autre maison ailleurs, mais elle a aussi été détruite. Après cela, je suis parti ailleurs, et là aussi tout a été dévasté. Je n'avais plus rien. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je me sentais découragé. Et tout ça, ça se joue aujourd'hui. Dans les 10 ans à venir, on peut éviter ou non d'aller dépasser ces seuils. On a une responsabilité immense sur les épaules, notre génération. Les solutions existent. L'agriculture paysanne, la relocalisation de l'économie, l'aménagement maîtrisé du territoire et le développement des alternatives aux tours routiers, la sobriété énergétique, l'écohabitat, la consommation responsable, le partage du travail et des richesses, l'entraide, la réduction et le recyclage des déchets, la préservation des biens communs comme l'eau, la terre ou les forêts en montrent les chemins. Oui, il y a 1000 alternatives possibles pour une autre prospérité.
des millions de graines pour réduire cette équation à 7 milliards d'inconnus, 7 milliards de frères et sœurs pour multiplier les intelligences. Oui, il nous faut redevenir humbles. Le mot humble de humilité, humour, humus, c'est 25 cm de sol sous nos pieds où s'enracine la vie. Bien, donc c'est une petite introduction, mais l'essentiel de ces images ont été tournées en 2012 ou 2013. Et on s'aperçoit que tout ce qui est dit là, on le vit. Donc ce n'est pas des élucubrations. Hein. On a vu cet été, hein, on a vu cet automne la mousson au Pakistan, et les solutions qui sont proposées sont des solutions aussi que l'on propose aussi actuellement, qui sont aussi d'actualité. Donc c'est intéressant d'ailleurs les propositions pour montrer qu'on a un problème mais on a aussi des solutions. Alors, ce qui a été dit dans le film, alors d'abord une chose, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions au fur et à mesure, hein, parce que vous pouvez aussi, peut-être que je m'exprime mal, peut-être que j'utilise des notions que vous ne connaissez pas, donc n'hésitez pas à m'arrêter. On parlait là-bas, on disait, le GIEC nous dit qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés. Savez-vous ce qu'est le GIEC? Est-ce que certains d'entre vous connaissent le GIEC? Oui. Oui. Oui, oui, non, c'est bien cela, avec une petite nuance, c'est que donc le GIEC, c'est l'origine de nos connaissances sur le climat. Dans les années 70-80, il y avait des controverses sur le climat. Il y en a qui nous disaient le climat va se réchauffer, et d'autres qui nous disaient non, non, le climat va se refroidir, on va aller vers une ère glaciaire. Et pour trancher la question, en 1988, l'Organisation météorologique mondiale et le Programme mondial des Nations Unies pour l'environnement ont dit il faut qu'on arrête maintenant, il faut que l'on tranche la question. Et la meilleure manière de trancher la question quand il y a une controverse, c'est de réunir des gens suffisamment nombreux, éventuellement d'horizons divers, et qui nous donnent leur avis. Et c'est ce qui a été fait en 1988. Donc on a réuni des experts qui venaient du monde entier, des experts qui ont participé de manière volontaire et de manière bénévole, ce qui fait que leur parole est libre, hein, ils ne sont pas payés pour dire quoi que ce soit, et ces experts se réunissent pour regarder toutes les recherches scientifiques qui sont faites autour du climat et pour donner un avis. Oui, est-ce que le climat s'est réchauffé? Est-ce qu'il va se réchauffer? Donc, le GIEC, c'est donc pas un organisme de recherche. Il s'appuie sur les recherches qui sont faites un peu partout, oui. Vous dites... Alors, c'est pas tout à fait un héritage, même si le rapport Meadow déjà parlait de réchauffement climatique, hein, parce que c'est pas nouveau. Et lui avait intégré cette notion, alors que d'autres disaient non, non, le climat va pas se réchauffer. Mais c'est quand même le rapport Meadow, c'était pas forcément des scientifiques, c'était des économistes. Hein. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'ancien, hein, ce problème qui est, à l'époque, on disait un problème qui est devant nous. Hein, là, maintenant, on est dedans. Et donc, les rapports du GIEC, il y en a à peu près un tous les 6 ou 7 ans. Il y a 3 volumes. Et globalement, sur l'ensemble des rapports, c'est 800 ou 830 auteurs. C'est 1500 personnes qui amènent quelques éléments, une page par-ci, une page par-là. C'est 3000 relecteurs et plus de 100 000 commentaires. Parce qu'un relecteur, il va faire un commentaire en disant « ça, j'ai pas compris, ça, je suis pas d'accord, là ». Et tous les commentaires doivent avoir une réponse. Cette manière de trancher un problème, c'est la manière la meilleure, il n'y a pas mieux, pour trancher un problème
que d'agir de cette manière-là avec des gens indépendants et qui ne sont pas payés pour. À tel point maintenant que pour la biodiversité, on a la même chose. On a l'IPBES, une initiative internationale pour la biodiversité. On a essayé en France, avec la Covid, d'avoir un petit peu ce conseil scientifique, mais le conseil scientifique, dans ce cas-là, n'a pas réuni des gens de différents horizons ou de différents pays. Donc il y a peut-être eu des remises en cause. Le GIEC, on ne peut pas remettre en cause. Toutes les académies des sciences du monde entier qui se sont penchées sur la question ont toutes validé la méthodologie. Et les politiques publiques, les décisions qu'on doit prendre doivent s'appuyer sur ces rapports. On a parfois, par-ci par-là, dans les médias ou même dans le monde scientifique, un chercheur qui travaille sur un domaine particulier et qui va sortir une conclusion. Eh bien, avant d'intégrer cette conclusion, il faut qu'elle soit expertisée collectivement pour qu'on sache si effectivement ces conclusions sont valables ou si en regardant le sujet avec un autre angle, eh ben, on s'aperçoit que c'est peut-être pas si important que ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle un peu l'esprit critique, et c'est aussi une chose qu'il faut avoir en permanence. Alors, donc, je vais maintenant passer à ma petite présentation. Voilà, alors, affichage, on doit pouvoir le mettre en plein écran. Voilà. Donc ça, c'est ma présentation. Donc ma présentation va surtout être cernée au niveau des impacts et puis un petit peu sur ce qu'on peut faire. Donc voilà, le GIEC, dans son dernier rapport qui a été publié en 2021, nous dit que la température mondiale a augmenté de 1,1 degré depuis la période 1850-1900, d'où l'erreur qu'ont fait certains d'entre vous en confondant l'élévation de la température mondiale de l'ensemble de la planète, qui est une moyenne, et la température sur les continents qui se réchauffe plus que l'océan. Et donc, c'est pour ça qu'en France, on est plutôt à 1,6 degré. Vous voyez la courbe de l'augmentation des températures, qui en fait est très nette depuis les années 60-70, avec, c'est pas une augmentation régulière. Il y a des paliers, des périodes où je dirais, ça se stabilise un peu, et puis il y a des périodes où ça repart à la hausse. Donc c'est important de savoir que c'est pas quelque chose de régulier, et c'est pas parce que l'année 2023 serait froide que cela remet en cause ce principe, cette idée que l'ensemble de la Terre se réchauffe. C'est pas sur une année, 2 années, 3 années. Un climat, pour nous, un climat, c'est 30 ans. Donc, il faut regarder la tendance sur 10, 20, 30 ans pour vraiment se rendre compte que le climat se réchauffe. Cette deuxième chose, effectivement, qui est important à retenir, c'est que les régions, les pays, ne se réchauffent pas tous de la même manière. Donc là, on fait parler des continents, qui se réchauffent d'1,5 degré ou 1,6 degré en France, mais le continent africain, les zones tropicales équatoriales se réchauffent un peu moins que l'Europe, par exemple. Et l'extrême nord se réchauffe encore plus, puisque là, au Groenland, on a des zones qui sont réchauffées de 3 à 4 degrés, d'ailleurs 3-4 degrés depuis 50-60 ans. C'est quelque chose qui est très très rapide. Donc ça, il faut bien garder ça présent à l'esprit pour se dire que si quelqu'un vous dit « Oh mais oui, mais dans tel pays, ça ne s'est pas réchauffé, donc en fait, votre histoire de réchauffement, c'est du bazar », c'est pas vrai. C'est qu'on parle en niveau global et pas au niveau local. De même que c'est pas parce qu'on va avoir un hiver froid que ça remet en cause le système. Une des questions qui m'était posée par des étudiants en l'IUT de mesures physiques que j'ai rencontrés hier, c'est de dire, bah oui, les hivers ces dernières années ont été froids. Alors d'abord, c'est pas vrai, c'est plutôt aux alentours de 2010-2015, effectivement, en France, on est des hivers un peu frais. Mais d'abord, on n'a pas battu les périodes froides de 1985, puis c'est quoi un hiver froid ? Il faut faire attention aux mots qu'on utilise et aux notions qu'il y a par derrière.
C'est quoi un hiver froid? Est-ce que c'est un hiver où il a fait froid pendant tout l'hiver, pendant les 3 mois d'hiver? Ou est-ce que c'est un hiver où on a une période très très froide à tel point que les canalisations gelaient sous terre? Ce sont deux notions assez différentes. Alors ce que l'on dit, c'est que globalement, en moyenne, les hivers se radoucissent en France. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une période extrêmement froide. Si on a un vent du nord qui nous fait descendre de l'air de l'Arctique directement sur nous, on peut très bien avoir quelques jours extrêmement froids. Ils sont simplement moins nombreux qu'il y a 50 ans, hein, mais c'est tout à fait possible. Et une période extrêmement froide ne va pas remettre en cause notre évaluation du climat. Il faut savoir que on s'est posé la question, et beaucoup de gens nous le disent, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas une cause naturelle de réchauffement climatique? Parce qu'il y a peut-être eu des évolutions du climat dans les années passées. Vous avez peut-être entendu parler, ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, du petit âge glaciaire, mais aussi des glaciations d'il y a très longtemps. D'abord, il faut savoir que ce qu'on vit actuellement n'a aucun analogue dans le passé. Son ampleur, le réchauffement d'1 degré, le petit âge glaciaire, par rapport à une moyenne, c'était une baisse de 0,5 à 0,8 degrés, et pas sur toute la planète. L'Europe a été beaucoup plus touchée, l'hémisphère nord, que l'hémisphère sud. Et puis, les glaciations, c'est sur des durées de plusieurs milliers d'années. Hein, une glaciation se met en place en 3, 4, 5 000 ans, et elle disparaît en 3, 4, 5 000 ans. Là, c'est quelque chose sur 100 ans, 150 ans. Donc, il n'y a pas d'analogue. Et puis, on a fouillé, on n'a pas trouvé de cause naturelle permettant d'expliquer le réchauffement climatique. La seule cause, c'est les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires que l'on met dans l'atmosphère. J'ai une petite expérience, encore une question que je vais vous poser. Mes clés, si je les lâche, qu'est-ce qui se passe? Elles tombent. Et pourquoi tombent-elles? À cause de la gravité, qui est une loi universelle qui organise toute notre vie. Hein. Eh bien, personne ne peut mettre en doute le fait que mes clés vont tomber. Alors, si c'était une bouteille qui tombe, bah, effectivement, la loi de gravité la fait tomber. Quand elle tombe sur le sol, elle se casse. Ça veut dire que les lois de cohésion du verre sont pas suffisantes pour le maintenir, ça se casse. Si je marche sur les débris de verre, je me blesse, donc ça a un impact sur ma santé. Bon, ben sur le climat, on va voir, il y a un petit peu ce même enchaînement. Une cause liée à une loi physique, et puis après un enchaînement et des conséquences. La cause, c'est les lois sur le rayonnement électromagnétique, qui fait qu'on a certaines molécules qui vont absorber le rayonnement infrarouge et laisser passer les autres longueurs d'onde, et d'autres molécules qui laissent passer le rayonnement infrarouge. Ça, c'est une loi physique. Et à partir de cette loi physique, il paraît évident que dans l'atmosphère, si on rajoute des molécules de ces gaz, donc qu'on appelle les gaz à effet de serre, forcément, on va augmenter l'effet de serre, c'est-à-dire le fait que le rayonnement infrarouge qui normalement refroidit la Terre est bloqué par ces gaz et renvoyé sur Terre. C'est une loi physique, personne ne peut le mettre en doute. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gaz à effet de serre émis par nos activités humaines, les gaz à effet de serre, donc c'est essentiellement le CO2 du fait qu'on va brûler du charbon, du pétrole, mais également le CH4, le méthane, eh bien, donc, la seule question, c'est de savoir est-ce que peut-être la petite quantité de gaz à effet de serre qu'on met, petite ou grande, je sais, ça à voir, est-ce qu'elle est suffisante pour réchauffer le climat? Et la question, la controverse peut être là-dessus. Et c'est là-dessus qu'il y a d'ailleurs le plus d'études. Et les experts du GIEC ont tranché en disant oui, les émissions de gaz à effet de serre sont responsables de modifications du climat que l'on connaît.
Voilà, donc cette question n'est plus remise en cause, même si dans les dernières 10-20 ans, il y a des gens qui ont remis en cause en amenant des éléments, soi-disant scientifiques, qui sont intéressants, parce que c'est intéressant de quelqu'un qui vous dit moi je ne suis pas d'accord pour telle raison. Ben, on discute de ces raisons, on voit si sa raison elle est valable ou pas, et ça fait avancer la science. Mais malheureusement, on a trouvé, enfin malheureusement ou heureusement, on n'a pas trouvé d'autres causes. Donc effectivement, le changement climatique est bien dû à nos émissions de gaz à effet de serre. Alors après, on a la chance, nous actuellement, on a une petite fenêtre qui s'ouvre vers l'avenir. Jamais on n'avait connu ça dans l'histoire humaine. Cette petite fenêtre qui s'ouvre vers l'avenir, ce sont les modèles climatiques qui nous permettent de dire quel pourrait être le climat dans le futur. On sait à peu près comment fonctionne l'atmosphère, l'océan, donc on a tout ça qu'on arrive à modéliser. Hein. De même que quand vous avez un jeu vidéo, hein, on modélise le déplacement de la voiture dans la ville, on modélise plein de choses. Et bien là c'est pareil, on modélise la Terre et on fait tourner. Il y a une chose qu'on ne peut pas modéliser, c'est nos comportements. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir ? Est-ce que l'on va continuer à émettre plein de gaz à effet de serre ou est-ce qu'au contraire, on va le limiter? Donc, dans ce cas-là, pour avoir cette fenêtre dans l'avenir, pour savoir ce que pourrait être le climat, on va faire des hypothèses. Et donc, vous voyez ici, il y a 5 hypothèses que l'on introduit dans nos modèles pour savoir, en fonction de chacune de ces hypothèses, quel serait le climat correspondant en 2050 ou 2100. Donc, on va voir 6 résultats et à nous de choisir. À nous de choisir le résultat que l'on veut et en fonction du résultat, à nous de choisir la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, le choix, je pense, est vite fait. Il faut qu'on essaie d'avoir la trajectoire la plus faible. La trajectoire la plus faible, ce qu'on appelle la SSP 1.9, c'est la plus vertueuse. Actuellement, on est plutôt sur cette trajectoire-là. Alors, au niveau mondial, hein, c'est pas là on parle au niveau mondial, on est plutôt sur cette trajectoire-là. Donc, il y a quand même du travail à faire pour coller aux autres trajectoires. Alors, bon, on va essayer de voir, on va essayer de voir quand même quelles sont les conséquences, parce que pour l'instant c'est un peu abstrait. Hein, c'est abstrait, effectivement, c'est de la science parfois, elle est abstraite. D'ailleurs, au passage, le climat est une construction abstraite. On ne peut pas mesurer le climat. C'est la moyenne des situations météorologiques sur 30 ans, donc c'est un calcul. Donc allons dans le concret. On a dit que la température de l'air se réchauffe. Eh bien en fait, la température des lacs se réchauffe aussi. Le lac Léman, en Suisse, s'est réchauffé de 2,4 degrés en 39-40 ans. Alors, quand le lac, en fait, au début de l'hiver, quand la température de l'air baisse, la température du lac commence à baisser en surface. L'eau froide est plus dense, elle descend dans le fond du lac. Elle est remplacée par de l'eau qui vient du fond du lac, qui comporte des nutriments. Les nutriments, c'est bon pour les poissons. Donc, ce brassage des eaux, c'est très bon pour la biodiversité dans le lac. Mais maintenant, comme les hivers démarrent plus tard, ce brassage démarre plus tard et il se termine plus tôt. Ce qui veut dire que le brassage est moins important, ce qui veut dire que la population de poissons dans le lac Léman est en train de changer et maintenant, c'est plutôt du corégone qui est pêché plutôt que de l'omble chevalier. Donc une conséquence très concrète. Sur les glaciers. Les glaciers, c'est l'exemple des glaciers alpins. Alors on voit quand on parle le bilan de masse d'un glacier, parce qu'un glacier, il reçoit de la neige, qui se transforme en glace, donc il augmente en quelque sorte sa masse, mais sur le front du glacier, par contre, dans les vallées, il fond, et là il perd de la masse.
Donc, on en rajoute d'un côté, on en retire de l'autre, on fait le calcul et on s'aperçoit que les glaciers alpins sont en train de perdre une très grande quantité de masse et que ce phénomène s'est accéléré depuis les années 80. Soit dit en passant, pour nous en Nouvelle-Aquitaine, il est probable qu'en 2050, il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées. Si vous voulez voir un glacier dans les Pyrénées, dépêchez-vous, parce que probablement ça va disparaître. Les conséquences sur la biodiversité. Alors les conséquences sur la biodiversité, eh bien d'abord les conséquences sur les animaux qui sont très liés au climat, et en particulier les oiseaux migrateurs, qui vont d'une région à une autre en fonction des saisons. Les oies cendrées, dans les années 60, traversaient la France, hein, et puis elles ne restaient pas chez nous. Et puis on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus qui restent en France, qui passent l'hiver en France, pour deux raisons. D'abord, il fait moins froid, et puis en plus, elles trouvent aussi de quoi se nourrir. Donc on en a de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut constater, donc les gens de la LPO le constatent énormément. Tous les oiseaux ne sont pas concernés. Quand on mesure, quand on observe les migrations d'oiseaux au Cap Griné, donc en Normandie, eh bien on a des observations depuis des dizaines et des dizaines d'années. Eh bien, on se rend compte qu'il y a certaines espèces qui ont avancé leur date de migration de 15 jours, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas changé. Donc, les animaux ne sont pas à égalité. Est-ce que ceux qui n'ont pas changé ne risquent pas d'avoir quelques problèmes pour s'adapter, pour survivre? Là, c'est une question qui n'est pas encore tranchée. Mais, je reviendrai peut-être sur cette problème. Les impacts du changement climatique sur la biodiversité. Un réchauffement de 1 degré en 30 ans, ça veut dire que les isothermes, les lignes d'égale température, remontent de 200 km en France. On pourrait dire en quelque sorte que, puisque la France s'est réchauffée d'1,5 degré, d'1,6 degré, à Limoges, on a maintenant des températures semblables à ce que l'on avait à Orléans. Bon, avec une petite différence liée à l'altitude. Par contre, les espèces, elles, ne suivent pas ce déplacement vers le nord, parce que se déplacent beaucoup moins. En moyenne, 6 km 100, donc une synthèse sur beaucoup d'espèces par décennie, ou 6 mètres en altitude, parce qu'effectivement, pour retrouver la même température, on peut aussi monter en altitude. On s'aperçoit que les insectes se déplacent rapidement. Les papillons peuvent parfois faire 100 km, 30 à 100 km. Les oiseaux aussi peuvent se déplacer facilement. D'ailleurs, les araignées aussi, beaucoup d'araignées se déplacent rapidement, en particulier les toutes petites araignées qui peuvent se déplacer à cause du vent. C'est vrai que ce n'est pas avec leurs petites pattes qu'elles peuvent faire les 100 km, mais en fait on a des araignées qui, à partir d'un fil tissé, eh bien, se laissent porter par le vent. Et alors bien sûr, le vent, ce n'est pas le vent qui va les remonter vers le nord. Le vent, il les envoie un coup vers le nord, un coup vers le sud. Mais celles qui arrivent vers le nord trouvent des conditions qui leur permettent de se maintenir. Donc c'est comme ça qu'elles se déplacent relativement vite. Les espèces marines, parce que les océans se réchauffent. On a vu le réchauffement du lac Léman, mais les océans aussi se réchauffent. Et les espèces marines, dans leur stade larvaire, vont se déplacer aussi plus rapidement. Et puis les espèces qui sont liées à leur horloge biologique. Alors c'est quoi ces espèces-là? Ce sont des espèces où le développement dans leur vie va être réglé par une horloge liée au soleil. C'est-à-dire qu'elles vont avoir certaines, comment dirais-je, métamorphoses, certaines évolutions de leur vie, au moment où le soleil a une certaine hauteur, au moment où la durée du jour est une certaine longueur. Et ça, la durée du jour,
la hauteur du Soleil, ça ne va pas changer avec le réchauffement climatique. Donc ces espèces-là donc, ne vont pas changer, elles vont rester au même endroit, et elles vont trouver des conditions climatiques plus défavorables, et donc elles auront du mal à s'adapter et à rester. Je ne sais pas si vous avez observé, alors bon, vous n'avez peut-être pas un recul très très important, mais on va plus vous en parler. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la nature dont on vous a parlé? Ou dont vous avez pu... Oui? Oui. Très peu de papillons. Oui. Oui, oui, ben d'accord. Vous? La montée des eaux et la fonte des glaces. Oui, alors c'est une conséquence, effectivement. Hein, donc alors on a parlé de la fonte des glaciers, hein, et puis la fonte des glaces, des grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique qui ont débarré. Avec une conséquence de la fonte des glaces, de ces glaciers et de ces calottes polaires. Conséquence directe. Non, pas sur les glaces. Les ours polaires qui viennent dans les villes. Alors, non, c'est pas la conséquence. Les ours polaires ne vivent pas en Antarctique, d'abord, et ils ne vivent pas sur le glacier du Groenland. Hein. Ils vivent sur la banquise. On en reparlera. Mais une conséquence... La montée des eaux. Parce que vous avez de la glace qui est sur Terre, en Antarctique ou au Groenland, c'est cette glace qui vient sur mer, parce qu'en général, c'est pas qu'elles font, c'est que ce sont des icebergs, donc les glaciers qui coulent vers la mer. Donc quand vous mettez quelque chose dans votre verre d'eau, si vous mettez trop de choses, il y a un moment où le verre d'eau il va déborder. Et bien donc effectivement, la fonte des glaces fait monter le niveau de la mer, de même que le fait que la mer se réchauffe, l'eau, en se réchauffant, se dilate, ça fait monter le niveau de la mer. Et parlons des ours polaires. Les ours polaires, ils vivent sur la banquise. Ils se nourrissent sur la banquise. Parce que les ours polaires, ils mangent les phoques. C'est leur alimentation principale. Et les phoques, quand ils sont dans la mer, ils nagent plus vite que les ours. Donc en fait, quand est-ce que les ours mangent les phoques? Quand les phoques viennent sur la banquise. Et ils viennent sur la banquise pour se reproduire. Si la banquise fond, en particulier si elles font plus tôt au printemps, eh bien, il y aura moins de phoques, les phoques vont avoir du mal à se reproduire, il y aura moins de phoques sur la banquise, c'est compliqué pour les ours. Si la banquise fond, est-ce que ça fait monter le niveau des océans? Qui dit oui? Qui dit non? Bon, c'est quoi la banquise? C'est pas comme un glaçon dans un verre, parce qu'un glaçon dans un verre, c'est vous qui le mettez. D'accord? La banquise, c'est personne ne met la banquise dans la mer. Comment elle vient la banquise dans la mer? Ben, quand il fait très froid, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle gèle. L'eau de mer, s'il fait très froid, elle gèle. La banquise, c'est de l'eau. Alors, elle gèle, l'eau de mer, elle gèle à moins 2 degrés. Hein. Eh bien, la banquise, c'est de l'eau de mer qui gèle. Donc c'est de l'eau qui était déjà dans la mer. Donc quand elle fond, ça ne fait pas plus d'eau dans la mer. Donc en fait, la fonte de la banquise n'a aucune conséquence sur le niveau de la mer. La conséquence, c'est les glaciers terrestres et les calottes polaires. Donc bon, c'est un petit passage. Alors, la disparition des papillons. On est dans la biodiversité et je vous ai parlé du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Eh bien, il y a la même chose qui a été fait il y a 4-5 ans sur la biodiversité, une plateforme internationale sur l'évolution de la biodiversité. Et cette plateforme, donc cette expertise collective, nous dit la perte, la disparition de la biodiversité. La première cause, il y a 4 causes importantes. La première cause, c'est l'occupation de l'espace par les activités humaines. Les villes de plus en plus grandes, l'agriculture qui remplace la forêt, les espaces naturels. La deuxième cause, c'est la surexploitation. C'est le cas dans la mer,
mais c'est le cas aussi chez nous, alors, plus en France, parce que la surexploitation des espèces naturelles, quoique, je me permets de dire que la chasse en France, dans certains cas, fait aussi de la surexploitation de certaines espèces sauvages. La troisième cause, ce sont les pesticides. Et la quatrième cause, seulement, c'est le changement climatique. Donc au niveau mondial, le changement climatique n'est que la quatrième cause de la perte de biodiversité. Et si on a de moins en moins de papillons, ce n'est pas vraiment le changement climatique, c'est, alors en France, c'est beaucoup l'occupation du sol et les pesticides. Par contre, comme le climat continue à évoluer, le changement climatique, le réchauffement risque de venir petit à petit comme la première cause de perte de biodiversité. Mais donc, il y a d'autres causes. Bon, alors, c'était quelques exemples. Je suis certain que quand vous discutez dans votre entourage, on vous donnera d'autres exemples au niveau de la nature de changements qu'on a eu. Par exemple, les changements sur les arbres. Changements sur les arbres parce que, il fait plus chaud au printemps, c'est-à-dire l'hiver se termine plus tôt, la floraison et le débourrement des feuilles et des fleurs a lieu plus tôt. Un arbre qui faisait ses fleurs le 15 avril, maintenant il fait ses fleurs peut-être le 5 avril. Par contre, en automne, l'arrivée des périodes de gel arrive plus tardivement, donc les arbres gardent leurs feuilles plus longtemps, donc la période de végétation augmente, elle est plus longue. D'ailleurs, nos forêts en France métropolitaine, ont augmenté leur productivité de 15% en 50 ans. C'est-à-dire les arbres poussent plus vite. Parce qu'ils ont une période où ils peuvent pousser qui est plus longue. Donc, on pourrait dire que c'est une conséquence positive, parce que le réchauffement a parfois quelques conséquences positives. La conséquence positive qui est plus intéressante pour vous, pour nous, c'est que si les hivers sont plus doux, on a moins besoin de chauffage. Et quand on calcule les besoins de chauffage, avec un indice qu'on appelle l'indice de rigueur climatique, on s'aperçoit qu'on a gagné peut-être 15% dans les 50 dernières années. On a besoin de 15% de moins de chaleur pour chauffer nos maisons. Alors, par contre, on dit les arbres fleurissent plus tôt, ça peut être une bonne chose, mais un arbre qui avant fleurissait le 5 avril et qui maintenant fleurit le 25 mars, il va fleurir à un moment où les nuits sont plus longues, parce qu'au 25 mars, par rapport au 5 avril, les nuits font peut-être 3/4 d'heure à 1 heure plus longues, parce qu'effectivement, la Terre elle tourne toujours de la même manière. Hein. Eh bien, si la nuit est plus longue, la période c'est la nuit où la température baisse. Et donc, pour une nuit plus longue, les températures vont aller plus bas. Donc, le risque de gel sur les arbres fruitiers est beaucoup plus important. On l'a connu cette année, on l'a connu l'an dernier ou il y a 2 ans. Hein. Effectivement, et ça, c'est en termes de production agricole, mais pour les plantes forêts naturelles, hein, il y a exactement le même problème. En plus, si les hivers sont trop doux, les arbres ou les plantes vont avoir du mal à faire ce qu'on appelle la levée de dormance. L'hiver, les plantes sont en quelque sorte en sommeil. Et puis, pour qu'elles soient, je dirais, qu'elles rebondissent au moment du printemps, il faut qu'elles aient une période de froid pendant l'hiver. Si elles n'ont pas cette période de froid pendant l'hiver, eh ben, elles ne savent pas quand l'hiver est terminé. Et puis, on va avoir des arbres qui ont une branche qui fleurit à un moment, puis 15 jours plus tard, une autre branche, puis éventuellement, ils vont avoir des branches qui vont fleurir au mois d'août. Donc, la végétation est complètement perturbée, hein, et c'est le cas de l'abricotier, par exemple, dans le sud de la France. Hein, on va probablement être obligé d'y remédier, puisque il y a des abricotiers en Afrique du Nord, avec des températures plus élevées. Donc, on va remédier à ça pour ce qui est des plantes cultivées. Mais les plantes naturelles, si on a des plantes naturelles qui souffrent de ce risque de gel, elles ne vont pas être remplacées, en tout cas pas tout de suite. Et donc, c'est un problème pour la biodiversité naturelle.
Alors, restons aussi très prudents. Je vous disais que la croissance de la forêt française, la productivité a augmenté de 15% sur les 50 dernières années. C'était valable jusqu'à, je dirais, jusqu'aux années 2015. Mais qu'est-ce qui se passe, entre autres, depuis les années 2015? C'est une succession de sécheresses. Et du coup, la productivité de la forêt diminue. Et on a même des arbres qui meurent. Hein, si vous vous promenez dans la nature, vous allez voir de multiples arbres où le houppier de l'arbre, les branches sont sèches. Et au fil des années, ça descend petit à petit et l'arbre finit par mourir. Alors, il est sec parce qu'il manque d'eau, mais il est aussi attaqué par des maladies parce qu'il est fragilisé par ce manque d'eau. La sécheresse du sol, c'est l'élément peut-être le plus important pour ce que nous, en France, à prendre en compte. C'est pas qu'il pleut moins. En termes de pluie à Limoges, on n'a pas vraiment d'évolution depuis les années 1920. Par contre, comme il fait, le printemps démarre plus tôt, les plantes vont démarrer plus tôt. Et en démarrant, elles vont pomper l'eau dans le sol. Faites une expérience au mois de mars prochain. Quand vous voyez un bouleau, l'arbre, le bouleau, vous percez un trou de 10 cm dans le tronc du bouleau. Vous mettez un petit tuyau et vous mettez une bouteille. En 24 heures, votre bouteille d'1,5 litre va être pleine. D'ailleurs, les gens, quand ils coupent les bouleaux, à ce moment-là, on voit l'eau. Alors l'eau, c'est pas un geyser, mais on voit l'eau qui sort, mais c'est pas au goutte à goutte. Hein. On voit le filet d'eau qui sort et qui coule en permanence. À cette époque-là de l'année, l'arbre va pomper l'eau dans le sol. Et l'eau donc qui était dans le sol, qui s'est accumulée l'hiver, va dans les plantes, et ensuite elle est évaporée pour la photosynthèse, la production des feuilles. Il n'y a plus d'eau dans le sol, enfin il y en a moins. Et au fur et à mesure, le sol s'assèche, et il s'assèche plus tôt qu'avant. Donc il va arriver un moment où il n'y aura plus d'eau dans le sol, et époque qui arrivait avant peut-être au 15 juillet, qui maintenant peut arriver au 15 juin. Donc on se retrouve, les plantes se retrouvent avec un sol, il n'y a plus d'eau. Conclusion, elles vont arrêter la photosynthèse, elles ont des petits trous dans les feuilles qu'on appelle les stomates, qui leur permettent de respirer, d'échanger, d'absorber le CO2, mais aussi de relarguer la vapeur d'eau. Eh bien, elles ferment leurs stomates, elles ne produisent plus. Et si vraiment il fait très chaud et très sec, il va y avoir dans les vaisseaux qui amènent la sève jusqu'aux fleurs, jusqu'aux feuilles, il y aura des bulles d'air qui vont se créer et vont faire une embolie. Bon, nous on a parfois des embolies pulmonaires, hein, et des bulles d'air dans les vaisseaux. Eh bien, c'est pareil, embolie, les feuilles vont donc se nécroser, devenir marron, tomber. Donc ça, c'est la réaction normale de protection des arbres contre les sécheresses et les canicules. Mais si ça dure trop longtemps, ça va être les rameaux qui vont commencer à sécher. Et de proche en proche, les branches, etc. Donc la sécheresse, c'est vraiment l'élément important, et on l'a connu cette année. Hein. Même si, à Limoges, on tire bien notre épingle du jeu par rapport à l'ensemble de la France, parce qu'il a plu au mois de juin. Donc on a échappé au pire à Limoges, en Limousin. Alors, donc il y a des espèces qui ont du mal à se maintenir. Mais on a des espèces qui, elles, vont être améliorées ou avantagées. Des espèces qui résistent bien à la chaleur. Et une des espèces qui résiste bien, parce que c'est une espèce, entre autres, de milieu méditerranéen, c'est le chêne vert. Eh bien, le chêne vert, on s'aperçoit que depuis le début du siècle, du XXe siècle, où on fait des observations dans les forêts de Vendée, hein, Charente-Maritime et Vendée, vous voyez, y compris dans les Landes, on a 4 emplacements où on a des observations depuis très très longtemps. Eh bien, on s'aperçoit que petit à petit, on voit de plus en plus de chênes verts, qu'on ne voyait pas au début du XXe siècle, et puis on commence à en voir quelques-uns. Et puis on s'aperçoit petit à petit, il gagne. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, hein, mais ça veut dire qu'on en a quelques-uns ici, puis quelques-uns, et puis ça gagne, et puis ça gagne. Et donc ça fait partie des espèces
Alors parfois on parle d'espèces envahissantes, mais là c'est une espèce on sait qui va résister au climat futur, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut que la nature s'adapte, et il faut aussi la laisser un peu s'adapter. Elle a commencé à s'adapter. Simplement, vous avez vu, ça prend du temps. Comme pour les animaux qui doivent remonter vers le nord, ça prend du temps. Et le temps, c'est peut-être pas, ils vont peut-être pas avoir beaucoup de temps. Enfin, le climat, en tout cas, va plus vite que l'adaptation des espèces. Autre exemple concret, je ne sais pas si vous êtes allé en vacances dans les Landes. Et si vous avez observé dans les Landes, ces cocons blancs qu'on voit dans les pins des Landes, hein, et puis même parfois, on voit au sol des chenilles qui se déplacent l'une derrière l'autre, les unes derrière les autres, qui font des processions, d'où le nom de la chenille processionnaire du pin, qui d'ailleurs a des poils urticants qui posent des problèmes d'allergie. Eh bien, la chenille processionnaire du pin, elle a gagné petit à petit vers le nord, et en 40-50 ans, elle a gagné plus de 100 km dans toute la région centre. Elle a maintenant dépassé la Seine, elle est passée au-delà de la Seine, et puis elle monte petit à petit en altitude, et d'ailleurs, on commence à en avoir en Limousin. Alors, elle n'attaque pas, alors, en Limousin, on a surtout des sapins Douglas, et la processionnaire ne s'attaque pas aux sapins, mais on a quelques pins, et on commence à voir ces cocons par chez nous. Alors, d'autres exemples, hein, bon, on pourrait en citer, hein, mais par exemple, le poids moyen des chamois dans les Alpes a diminué de 25%. Probablement une adaptation, entre autres parce que pour trouver des températures plus clémentes pour lui, donc plus fraîches, il est obligé de monter plus haut, donc de dépenser plus d'énergie, et du coup, le poids moyen a baissé. Et le cas des feuilles du bois de rainette qui ont rétréci en Australie. Je pourrais vous donner des exemples aussi d'un papillon aux États-Unis, d'un bourdon, dont la langue a diminué aussi en 30 ans. Donc on voit que des espèces qui arrivent à s'adapter, mais pas toutes. Sur les impacts futurs, alors c'est difficile d'évaluer les impacts sur l'ensemble des écosystèmes et des services que nous rendons. Parce qu'il ne faut pas oublier que la nature nous rend de multiples services. Hein. Et ces services, il faut les maintenir, parce que c'est essentiel pour nous. Alors, des conséquences, l'élévation du niveau des océans. Ça va entraîner un problème avec les coraux. Le corail est une plante, un animal qui fait son squelette extérieur à lui et qui pousse à quelques centimètres, dizaines de centimètres du niveau de la mer. Et ces coraux qui sont autour de certaines îles protègent les îles des tempêtes, puisque les vagues les plus fortes elles viennent se cogner contre les récifs coralliens et elles ne vont pas se cogner contre les plages des îles. Si le niveau de la mer monte et si la mer se réchauffe, les coraux vont plus pouvoir se maintenir, ils n'auront pas assez de lumière et trop chaud, ils vont mourir. Leur squelette va finir par se désagréger et les tempêtes et les vagues vont arriver jusqu'aux îles et vont petit à petit grignoter les îles. Le risque, c'est plus important comme risque que la hausse du niveau de la mer. Hein. Et on s'aperçoit que en France, les coraux nous apportent des bienfaits à hauteur de 6 à 10 milliards d'euros par an. À la fois par protection, parce que du coup, on n'a pas besoin de reconstruire toutes nos infrastructures qui sont en bord de mer, à La Réunion, dans les îles du Pacifique, eh ben, on n'a pas besoin de les déplacer. Et puis, en plus, il y a le côté touristique. Hein, des coraux, c'est sympa. Enfin, c'est sympa, surtout quand on voit tous les animaux, tous les poissons qui sont dedans. Donc, la disparition des coraux
liées à l'élévation du niveau de la mer a des conséquences économiques pour nous. Les oiseaux insectivores, il faut savoir que les oiseaux insectivores, ils vont réguler tous les blooms d'insectes qui seront ravageurs des cultures. Bloom des insectes, donc on a une année, d'un seul coup, on a une multiplication énorme d'insectes. Et bien quand on a ces oiseaux insectivores, ça va servir d'insecticides naturels. S'ils sont moins nombreux, ben on fera qu'on ait recours à d'autres méthodes pour protéger les cultures. Et puis, dernier cas, les incendies de forêt. Bon, là aussi, c'est l'actualité, hein. On le dit depuis des années que un des risques majeurs, c'est les incendies de forêt, et surtout que des régions qui n'y sont pas sensibles, donc qui n'ont pas d'alerte, qui n'ont pas de mesures de défense, soient touchées. Et d'ailleurs, cette année, il y a eu des incendies en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande. Bon, donc l'évolution des vagues de chaleur, je ne vais pas continuer là-dessus, parce que c'est là, on va passer. La future répartition, le hêtre, qui est une espèce emblématique du Limousin, pourrait ne plus avoir des conditions pour se maintenir à l'état adulte, parce qu'un hêtre adulte, c'est un hêtre qui a 120 ans, et il pompe, il a besoin de beaucoup d'eau. Et la biodiversité. Alors, je passe sur d'autres impacts. La submersion côtière, l'élévation du niveau de la mer. Alors, ça date de 2009. Effectivement, en 2009, il y avait la région Languedoc-Roussillon. Maintenant, c'est la région Occitanie. Mais sur la partie méditerranéenne, hein, de la région Occitanie, on a vu qu'on avait 140 000 logements qui étaient en dessous d'un mètre, du niveau 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. C'est-à-dire, si la mer monte d'un mètre, 140 000 logements qu'il va falloir reconstruire. Les infrastructures routières, même chose, les routes qui sont en bord de mer, à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer, il va falloir les reconstruire. Et puis, les risques, ce qu'on appelle retrait gonflement des argiles, quand on a des maisons qui sont construites sur des terres argileuses, si les fondations ne sont pas faites très profondes, eh bien, quand l'argile sèche, il se rétracte, ça fait bouger les maisons, et on a des maisons qui se fissurent. Et ça, là aussi, ça peut avoir un impact économique important. Donc, synthèse, on aura des coûts importants. Pour la France, on a estimé ça à peut-être 10 milliards par an à la fin du siècle. Des bénéfices, on en a vu quelques-uns, des bénéfices, j'en ai parlé pour le chauffage, mais qui seront moins importants que les pertes. Et par contre, ce qui est certain, c'est que si on sait s'adapter, si on le fait intelligemment, on pourra réduire de manière extrêmement importante les coûts. Je vous le disais aussi que les régions et les individus ne seront pas touchés de la même manière, donc il y a lieu de veiller à aider les populations qui n'ont pas, à la fois qui seront touchées, qui n'ont pas parce qu'ils n'ont pas les infrastructures suffisantes pour se défendre. C'est typiquement des gens qui n'ont pas les moyens pour isoler leur maison, qui donc sont touchés par la canicule, mais aussi qui achètent des maisons pas chères ou qui font construire dans les zones inondables et qui n'ont pas les moyens de reconstruire. Et puis, dernier point, dernière conclusion, c'est qu'il y a un besoin d'information et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs, que ce soit la population, mais que ce soit aussi les décideurs politiques ou les décideurs économiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire à la fois l'atténuation, c'est-à-dire limiter nos émissions de gaz à effet de serre, et s'adapter au changement climatique. C'est pas l'un ou l'autre. Il faut faire les deux à la fois. Hein. S'adapter au changement climatique, gérer nos problèmes d'alimentation en eau potable, mais en même temps, limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Voici les objectifs qu'on s'est donnés en France, qui sont baisser, pour 2030, baisser de 40% nos émissions par rapport aux années 90, 1990. Ce n'est pas par rapport au début du XXe siècle, c'est par rapport à 1990, baisser nos émissions de 40%, y mettre 32% d'énergie renouvelable, et l'Europe nous demande de remonter cette ambition à 55%. Probablement qu'en 2023,
la prochaine loi sur le climat-énergie va nous monter cette exigence d'objectif. Pour 2050, l'objectif, c'est arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on n'émette pas plus de CO2 que la biosphère est capable d'en absorber. Je vous rappelle les émissions par an, les émissions de gaz à effet de serre par an et par habitant. Les États-Unis, c'est 17 tonnes par an et par habitant. Est-ce qu'ils sont les champions du monde? Oui. Alors parce que il a fallu prendre un point de départ. En particulier, ça a été au moment où on a mis en place le protocole de Kyoto, de manière un peu internationale, il a fallu qu'on prenne un point de départ. Et en particulier, au niveau européen, 90, c'est la chute de l'URSS. Et donc, il y a eu une baisse énorme de leurs émissions de gaz à effet de serre, parce qu'effectivement, une baisse énorme de leur économie. Et donc, ça nous donnait un point de départ à peu près cohérent. Bon, maintenant, si on prenait un autre point de départ, on changerait simplement le pourcentage. Donc, oui, quels sont les champions du monde d'émissions de gaz à effet de serre? Quel est le pays où, par habitant, ils sont champions du monde? Non, ce n'est pas les États-Unis. La Chine, ben, vous voyez, la Chine, ils sont à 6 tonnes. Ils sont bien loin des... Je parle par habitant. Hein. Je ne parle pas des émissions de l'ensemble du pays. Il est certain que les Chinois, la Chine émettra toujours plus de gaz à effet de serre que la Suisse. Ben, on ne va pas comparer, mais c'est par habitant que ça compte. Alors, quel pays? À votre avis? Hein? Un pays froid? Vous pensez que les pays froids, comme le Groenland, comme le Canada, enfin le Canada peut-être, la Norvège? Non, ce n'est pas un pays froid. Non, là aussi, l'Inde, on diminue par le nombre d'habitants, et donc c'est pas l'Inde. Un pays dont on va beaucoup parler au mois de novembre. Ah, le Qatar. Et donc les États-Unis sont à 17 tonnes, les Qataris sont à quel niveau? Dites un chiffre. 30? 47. 47 tonnes par an et par habitant. Alors ça, c'était les chiffres qu'on avait sur les dernières années. Je pense qu'au mois de novembre, ça risque d'être plus important. Alors ça, quand on lit ces chiffres, on se dit, mais finalement, les Chinois, ils pourraient faire plus d'efforts que les Français. Oui, mais ça, ce sont les émissions qui sont émises sur le territoire du pays. Mais cet écran, peut-être bien ce sol, peut-être bien l'amphi, là, ici, les pupitres, peut-être bien qu'ils ont été fabriqués en Chine. Et donc, les émissions de gaz à effet de serre pour fabriquer ça, ils sont comptés pour les Chinois. Mais qui est-ce qui utilise ça? Ce n'est pas les Chinois, c'est nous. Donc, il serait normal que les émissions nécessaires pour construire ça nous soient imputées. Et donc, on va avoir là ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Et l'empreinte carbone d'un Français, elle n'est pas de 5 tonnes, elle est de 11 tonnes. Et autant les émissions en France, depuis 20-30 ans, ont tendance à baisser, autant l'empreinte carbone n'a pas baissé, elle a même augmenté. Il n'y a que depuis 2-3 ans que peut-être elle se stabilise, voire qu'elle baisse. Mais en tout cas, elle n'a pas augmenté. Et là, l'empreinte carbone des Chinois va être beaucoup plus faible. Donc c'est pour ça qu'on a une responsabilité nettement plus importante que les pays émergents, même si la Chine, effectivement, elle en émet beaucoup, mais chaque Chinois, en fait, pour sa propre vie, en émet beaucoup moins que nous. Alors, sachant qu'il y a des grosses différences de niveau de vie entre certains Chinois qui habitent à Shanghai et puis des Chinois qui habitent à la campagne. Hein. Mais on globalise sur la moyenne. Mais ça, il faut bien faire attention que c'est l'empreinte carbone qu'il faut voir et non pas les émissions.
Et les objectifs de la France, c'est sur la baisse des émissions, c'est pas sur l'empreinte carbone. Donc il y a encore du chemin à faire pour dire qu'on essaye d'avoir un objectif sur l'empreinte carbone. Alors pourquoi il faut s'adapter? Donc je vais l'expliquer. Hein. Mais je voulais dire quand même que l'action est nécessaire, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Tout le monde est concerné, l'individu, la collectivité, les entreprises, les États, et d'ailleurs aussi au niveau international. C'est vraiment une responsabilité collective. Alors c'est facile un peu de rejeter la responsabilité sur les autres en disant « Oh ben c'est pas nous, c'est les décideurs qui font... » Voilà. C'est un peu tout le monde, hein, parce que les décideurs, c'est parfois nous qui les avons mis en place. Et puis, il faut reconnaître que parfois, on a des décideurs qui proposent des solutions, et puis on se retrouve avec des manifs contre ces décisions. Donc en fait, la responsabilité, elle est bien collective. On a parfois des périodes où les décideurs sont en avant, d'autres fois où c'est la population qui est en avant. En fait, il faudrait qu'on avance tous ensemble et donc ne pas rejeter ça sur d'autres. Voilà, donc moi je vais arrêter la présentation. Je vais mis quelques références, hein, mais on va peut-être aussi faire voir au niveau des questions que vous vous posez, hein, et puis y répondre, sachant que si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai aussi quelques-unes. Oui. Alors, les COP, c'est-à-dire les conférences des partis, il y en a tous les ans. Il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels les pays se rassemblent avec autant de chefs d'État pour parler d'un sujet. Hein, donc les COP sont essentiels pour réunir les chefs d'État et il faut reconnaître que dans certains cas, dans l'ambiance, ils se laissent emporter et ils prennent des décisions bonnes pour le climat. Bon, bien sûr, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils se disent « Oh, j'ai peut-être bien fait une bêtise, là. » Enfin, certains se disent ça, d'autres ne disent pas ça. Hein. Mais mais c'est vrai que c'est compliqué. Imaginons, là, vous décidez de partir tous en vacances. Mais où? Eh bien, avant de réussir à vous mettre d'accord, il va peut-être falloir 27 réunions internationales, enfin, de groupes. Donc c'est ça. Le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile de mettre tout le monde d'accord. Entre les pays les plus riches, comme les pays, les États-Unis, l'Australie, le Canada, qui ne veulent pas changer leur mode de vie pour qui l'important, c'est leur économie, et les pays des petites îles du Pacifique, pour qui le problème, c'est leur survie, eh bien, c'est difficile de se mettre d'accord. Donc, il ne faut pas attendre des miracles des COP. Par contre, c'est important qu'elles existent. Donc, alors, qui est du sponsoring des COP par des banques ou par Total ou autre, bon, je dirais que ça ne change pas grand-chose au résultat. Hein, on sait qu'il y a ce jeu-là, et puis quand on a besoin d'argent, et l'Égypte n'ayant pas beaucoup d'argent, pour organiser la COP, elle a demandé à des entreprises de sponsoriser. Bon, c'est un petit problème, enfin je crois qu'il faut... Bon, c'est plus, on va en parler beaucoup d'un point de vue médiatique, mais c'est vraiment un épiphénomène. L'important, c'est qu'elle ait lieu, les discussions ont lieu, vont avancer. Sans doute, on n'ira pas assez loin qu'il faudrait, on le sait, mais il y aura peut-être un petit pas qui sera fait. Il y a un micro là, si vous voulez. Oui. Oui. Non. Ça correspond à l'énergie supplémentaire qui est rajoutée au bilan terrestre. Le bilan radiatif de la Terre, on reçoit l'énergie du Soleil et puis on en réémet une partie. Et cette énergie, comme on a des gaz à effet de serre, elle est répartie, et c'est-à-dire grâce aux gaz à effet de serre naturels, qu'on a une température moyenne de plus 15 et qu'on peut bien vivre sur Terre. Sans ça, sans gaz à effet de serre, on serait à moins 18. Mais ce qu'on rajoute, donc l'effet de serre additionnel, eh bien, la trajectoire, va rajouter 1,9 watts par mètre carré.
Donc l'énergie se mesure en watts, hein, enfin la puissance se mesure en watts, et c'est le supplément de puissance qu'on rajoute. Et le scénario 8.5, ça veut dire qu'on rajoute 8 watts, sachant que le bilan c'est par rapport à 300, entre 300 et 340. 8 sur 340, ça paraît peu, mais c'est en permanent. Et c'est le fait que ce n'est pas à un moment donné, et puis après on descend. C'est en permanent, et c'est cette permanence qui fait que petit à petit ça fait monter la température. Voilà. Donc ce sont des watts par mètre carré sur l'ensemble de la surface de la Terre. Oui. Moi j'avais deux questions, une en lien avec les réfugiés climatiques et une par rapport à l'agriculture. Pour l'agriculture, en termes d'absorption, production du CO2, je voulais avoir votre point de vue sur l'élevage et aussi l'agriculture paysanne et sur le rapport entre absorption du CO2 entre les forêts et les prairies. Voilà. Alors sur la question de l'agriculture, hein, c'est vrai que ce sont plus les forêts qui vont capter du carbone, parce que la forêt capte le carbone, d'année en année, elle va en stocker de plus en plus dans le sol en particulier, ou dans le bois. Une prairie va capter du carbone par effectivement la photosynthèse pour l'herbe, mais l'herbe, soit elle est récoltée, soit elle est mangée par les ruminants. Si elle est récoltée, elle va être réutilisée, et tout de suite, le carbone qui est stocké dans l'herbe va être réémis. Bon, le cas de l'élevage est un petit peu différent parce que c'est plus du carbone, enfin c'est surtout du méthane. Et le méthane qui est issu de la façon de la digestion des ruminants. Les ruminants, c'est les vaches, c'est les moutons, c'est les chèvres, et qui, dans leur panse, l'herbe qu'ils ont mangée va se transformer à l'abri de l'air. C'est une transformation anaérobie, sans air. Et cette transformation produit du méthane. C'est d'ailleurs ce qui existe dans les décharges, dans les tourbes, dans les tourbières, dans les zones humides, dans les marais. Effectivement, dans le fond de l'eau, la matière organique se décompose, et comme s'il n'y a pas d'air, ça nous fait du méthane. Si vous allez dans un marais, que vous remuez le fond de l'eau, et que vous avez des bulles qui sortent, vous amenez un briquet, et ça s'enflamme, c'est du méthane qui s'enflamme. Donc c'est ce qui se passe dans la panse des ruminants, et effectivement, du coup, ils émettent du méthane, qui est quand même le deuxième gaz en importance sur l'effet de serre additionnel. Donc, l'agriculture, elle a des efforts à faire. Elle a des efforts à faire, non pas sur le CO2, mais sur le méthane, et entre autres, essayer de diminuer le cheptel, entre autres de ruminants. Hein, et c'est pour ça que, et dans les conclusions du GIEC, dans les recommandations, effectivement, on pourrait viser de diminuer la ration de viande, puisque donc on a les ruminants pour les manger, donc la ration de viande, personne ne dit qu'il faut arrêter de manger de la viande. En tout cas, pour l'analyse du changement climatique, on n'a pas besoin de changer, d'arrêter de manger de la viande, d'autant plus que l'occupation de l'espace et l'élevage a aussi créé un écosystème qui, quand on n'a pas trop de bêtes par rapport à une surface, peut être en équilibre. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut viser, et entre autres l'agriculture paysanne, qui fait en sorte qu'on a un nombre de bêtes à l'hectare plus faible, est une agriculture qui est plus vertueuse que l'agriculture industrielle, où on va se retrouver avec un nombre de bêtes plus important, des bêtes qui sont parfois qui ne vont même plus dans les prés. Hein. Donc, on peut améliorer l'efficacité de l'agriculture par rapport au climat. Autre question sur le réfugié? Oui, et mon autre question, c'était simplement, est-ce que vous aviez connaissance des droits au niveau européen d'accueil des réfugiés, futurs réfugiés climatiques? Alors, le problème, c'est que le statut de réfugié climatique n'existe pas. D'un point de vue international, une personne qui se déplace à cause du climat, elle va être un déplacé climatique, mais pas un réfugié. C'est un manque, mais il faut savoir que
la plupart des réfugiés climatiques se déplacent dans leur pays. Parce qu'un réfugié climatique, c'est quelqu'un qui a tout perdu. Et s'il a tout perdu, il n'a pas de quoi se payer le voyage en avion ou le voyage en avion. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord aller dans les villes de son pays pour essayer de trouver éventuellement un emploi ou quoi que ce soit. En arrivant dans ces villes, il va désorganiser complètement l'organisation de ces villes et on va avoir des déplacés économiques ou des réfugiés économiques. Des déplacés climatiques, il y en a déjà. Donc je vous parlais au Pakistan des inondations du Pakistan, il y a effectivement eu des déplacés, mais ils sont allés au Pakistan, ils sont restés là. Donc actuellement, les déplacés climatiques, il y en a en fait très peu. Dans l'avenir, il y en aura plus. Ce qu'on ne sait pas capable de... Est-ce qu'il y aura plus de réfugiés climatiques qui viendront chez nous, ou est-ce que ça restera aussi dans leur pays, ou les pays les plus proches, hein? C'est extrêmement complexe. Il est probable qu'il y ait plus de déplacés en général. Moi, je ne mettrai pas forcément le terme climatique, qu'on aura dans l'avenir de plus en plus de gens qui auront besoin de se déplacer parce que dans leur pays, ça sera plus vivable, à la fois à cause des problèmes climatiques, donc des gens qui sont déplacés, et puis parce qu'ils n'auront pas forcément de quoi nourrir leur population. Alors on peut toujours dire, on va amener une aide alimentaire, mais l'objectif, ça serait que ces populations aient de quoi se nourrir, de le produire eux-mêmes. C'est ça qu'il faut faire. Donc il y en aura plus, mais c'est parfois un petit peu fantasmé. Hein, c'est ce problème des réfugiés climatiques. Hein, là aussi, je reviens un petit peu aux fondamentaux des experts du GIEC, de l'analyse de cela, qui nous fait dire qu'il va y avoir un problème qui est très important d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, voire philosophique, mais que d'un point de vue climatique, c'est sans doute un problème plus, je dirais presque marginal. Merci. Il y a une question encore. Et que pensez-vous de la prolifération des algues vertes dans les rivières? Parce que la prolifération des algues vertes, elle est en grande partie due au fait que l'on a plus d'azote dans l'eau, et plus d'azote va donc favoriser la croissance de ces algues. Effectivement, les eaux sont plus chaudes, mais surtout, il y a plus d'azote, et l'azote vient, entre autres, de l'usage important qui est fait des engrais. Hein, et quand on amène des engrais dans une culture, même si maintenant on essaye de faire ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire on va utiliser exactement la bonne dose d'engrais au bon moment, en fait, il y a toujours un peu de résidu qui est lessivé par l'eau, qui se retrouve dans les rivières et qui favorise les algues vertes. Alors, il y a la température, mais il y a également l'azote. Donc, on peut le limiter en essayant de limiter les effluents d'azote. Beaucoup de problèmes sont pas forcément, sont mélangés. C'est multiple. Hein. Les conséquences, les causes sont multiples, et parfois on incrimine le changement climatique, alors qu'il y a d'autres causes plus importantes. Oui. Ça me fait penser parce que je suis de Bretagne et j'ai étudié à Saint-Brieuc, et le phénomène des algues vertes est très présente là-bas, et ils ont carrément fait une BD qui s'appelle Algues vertes et qui raconte un peu toute cette histoire avec justement l'agriculture intensive. Oui, c'est documenté scientifiquement. Là aussi, il n'y a pas photo, mais on se retrouve dans un problème sociétal. Le problème des algues vertes, c'est que en mettant en cause l'agriculture telle qu'elle est pratiquée actuellement en Bretagne, en particulier tous les élevages de porcs, et là c'est les engrais, mais aussi c'est le lisier, hein, c'est vrai que c'est difficile pour les agriculteurs de se sentir stigmatisés, alors que même que eux, économiquement, ils ne savent pas comment faire autrement. Donc du coup, on a je dirais, de la communication
d'un côté comme de l'autre, et ça reste de la communication, ça reste du débat, mais le phénomène physique et scientifique est connu. Et on sait très bien qu'actuellement, il y a des débats qui sont plus ou moins étayés. On parle en ce moment beaucoup de débats concernant les éoliennes, et il y a beaucoup d'arguments qui ne sont pas fondés, qui passent dans ce débat. Je ne vais pas vous parler de trancher, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais sachez qu'il y a beaucoup d'arguments qui ne sont pas fondés. Et donc il faut savoir faire la part des choses de cet argumentaire, rester très prudent dans ce qu'on avance, vérifier ses sources, même si c'est notre meilleur ami qui nous dit ça, on va quand même aller vérifier. J'ai une question là. Ça sera peut-être la dernière. Oui. J'en ai une rapide et une autre après. La rapide, c'était c'est quoi l'empreinte carbone par personne en tonnes des Qatars aussi, si jamais vous le saviez ça. C'est parce que je me disais, tiens, on n'a pas eu ce chiffre-là. Alors, je sais pas, mais quand on voit le chiffre de leurs émissions à 47 tonnes, après, ça n'a pas forcément d'intérêt d'avoir le chiffre supplémentaire, mais ça doit faire... Enfin, je ne dis pas que ça fait rêver, au contraire, ça peut faire cauchemarder. Et ensuite, je me demandais, c'est quoi votre avis sur le nucléaire, et, par exemple, pour diminuer les gaz à effet de serre, c'est quoi votre point de vue là-dessus en considérant le parc français actuel et son... En termes purs d'émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire, alors, pris dans l'ensemble de sa filière, effectivement, et son temps de fonctionnement, demande sans doute des émissions, produit des émissions de gaz à effet de serre beaucoup moins que le pétrole. Maintenant, le nucléaire pose aussi d'autres problèmes, et en particulier le fait que les émissions du nucléaire vont continuer longtemps après l'arrêt des centrales nucléaires, puisqu'il va falloir démanteler, et il va falloir stocker pendant très longtemps. Et donc, c'est difficile de faire le bilan final du nucléaire. Donc je ne rentrerai pas dans ce débat, simplement en vous disant que tous ces problèmes-là sont compliqués, sont complexes, et qu'il faut les prendre avec précaution, prendre le temps d'analyser les données. Et l'exemple que je peux vous dire, c'est la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu en 2020. On a réuni des gens qui au départ n'y connaissaient rien, on leur a amené une formation, on leur a des informations, et après, ils ont fait des conclusions qui allaient totalement dans le sens de ce que disent les scientifiques et les associations environnementales. Donc on voit que quand on donne aux gens les informations, on leur laisse le temps pour bien peser là, eh bien, ils se rapprochent, leur opinion se rapproche des conclusions des scientifiques. Pour terminer, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est qu'on a un problème, mais on a toutes les solutions pour résoudre ce problème. Il n'y a pas besoin d'attendre des solutions technologiques qui arriveraient par hasard dans 20 ans ou par la recherche. On a actuellement toutes les solutions technologiques, on a les moyens économiques de faire face à la fois pour limiter, au niveau mondial, limiter nos émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au climat. Là aussi, il y a les rapports du GIEC qui attestent à ces tests-là. Donc, c'est possible. Par contre, la difficulté, est-ce qu'on va y arriver? C'est un problème de sociologie. Là, moi, je suis impuissant sur la sociologie, mais en tout cas, sachez qu'effectivement, rien n'est perdu. C'est vrai que plus on tarde, plus la marche à monter sera peut-être rude, mais c'est tout à fait possible, et de continuer, bien entendu, d'avoir une vie agréable. Parce que confort et vie agréable, c'est deux choses différentes. Moi, je fais du vélo, je suis venu en vélo, c'est peut-être moins confortable que d'être venu en voiture, mais en vélo, je vivrai plus longtemps, je fais des économies à la sécurité sociale, je ne pollue pas, donc pour l'intérêt général, c'est bon. Donc la qualité de ma vie, finalement, elle est augmentée par le fait que je fais du vélo. Bien. La deuxième chose que j'ai à vous dire, je vous ai parlé qu'il fallait informer de plus en plus. Eh bien, je lance un peu un appel au monde des arts, au monde des artistes, au monde des arts, parce que ce qui nous manque aussi, beaucoup, et en particulier aux scientifiques, c'est l'imagination. Et c'est l'imagination, comment pourrait être la vie en 2050 ou en 2100.
et par l'émotion, et l'art joue justement sur l'émotion, l'art pourrait nous aider à se représenter la vie là-bas et se représenter une vie agréable. Une vie agréable, alors là, effectivement, on aura moins de voitures, on fera place du vélo, on se mouillera un petit peu de temps en temps, mais avec une bonne cape cycliste, vous savez, il n'y a que le bout des pieds qui est mouillé. Donc, essayez d'imaginer, d'avoir des images. Parce qu'effectivement, l'art, c'est l'image, mais c'est aussi le théâtre. Donc, essayez d'imaginer quelle sera notre vie future. Et donc voilà, je lance un appel aux artistes pour nous aider de construire ce monde futur. Merci beaucoup.